Alors on a différents types d'étaux, des étaux avec une plaque de base ou bien des étaux avec un serre-joint. Alors l'avantage de cet étau-là, c'est bien sûr la possibilité de monter à la hauteur que l'on veut. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on peut changer la position et le mettre carrément à l'horizontale. Donc on travaille beaucoup plus bas à la hauteur de la table et c'est beaucoup moins fatigant au niveau des épaules. Alors moi je l'utilise droit comme ça dans les expositions pour que les gens voient bien ce que je fais. Et puis les deux mêmes parties qui sont de chaque côté peuvent être montées comme ça et on l'utilise cette fois comme une plaque de base. Alors certains ont peut-être imaginé que c'était relativement léger, donc on peut aussi adjoindre cette plaque épaisse et on peut aussi la mettre de ce côté-là. On va bien sûr visser à l'aide de ces deux trous et ces petites vis qui permettent de décentrer le poids et qui permettront d'incliner cette partie-là et donc on aura le même effet que je vous ai montré tout à l'heure. Alors voilà pour celui que j'appelle le master. Alors il existe aussi en version socle, mais bon, moi personnellement je n'aime pas tellement ça parce que cette hauteur-là elle est limitée. On ne peut pas varier la hauteur et on ne peut pas incliner non plus le pied d'étau. Et puis vous avez une version ici qui est beaucoup plus simple. Je l'appelle l'étau premier. C'est le premier étau, mais il a les mêmes caractéristiques ici des morts qui sont en un acier extrêmement dur et qui permet d'aller des numéros 32 aux hameçons en mer à l'aide de la petite encoche qu'il a ici. Voilà. Alors là, on va aller jusqu'à 9,0. Donc on ne change pas le mort, quelles que soient les mouches qu'on va bien pouvoir faire. Alors la particularité aussi de cet étau, c'est que c'est un serrage parallèle. Alors qui dit serrage parallèle, là on voit par exemple qu'on est légèrement ouvert. Alors on va serrer de façon à ce que ce soit pratiquement parallèle. Et à ce moment-là, c'est absolument impossible de faire bouger l'hameçon. Voilà. Alors on va faire un petit montage, quelque chose de relativement simple. Donc on va utiliser l'action de montage 8,0. Moi je coupe le fil comme ça. Et on va prendre une de ces plumes ici pour faire le corps. Voilà. Alors on l'intègre, on va porter le porte-bobine à l'endroit où on va arrêter le corps. Ah oui. On prend cet instrument-là qui est le plieur et qui est particulier parce qu'il permet de bien prendre les plumes de croupion de canard. Alors la partie, je la coupe et ça me permet maintenant de torsader la plume complète pour faire le corps. Voilà. Alors en faisant comme ça, déjà l'hameçon flotte parce que la plume de croupion de canard est creuse. Le rachis est creux. Alors voilà le corps. Il est fait. On va donc immobiliser. Ensuite, faire quelques tours devant pour que la soie ne se déroule pas. Alors vous remarquez peut-être que j'ai mis l'excédent vers le haut parce que comme ça évite que l'on coupe la soie. Voilà. Alors ensuite, je vais me débarrasser de ce que je n'ai pas pu incorporer dans le montage. Voilà. Mais si j'arrêtais ma mouche à cet endroit-là, eh elle flotterait déjà à cause du croupion de canard. Ensuite, on va prendre par exemple cette couleur-là, que je l'aime beaucoup, qui est le bistre. Alors là, on va prendre par exemple 3 plumes. La particularité, on va mettre les fibres
perpendiculaire à la hampe. Et on va reproduire la même chose sur la deuxième plume et sur la troisième plume. Voilà. Ensuite, on met les plumes les unes sur les autres. Rangées dans le même sens. Et on va utiliser le Magic Tool. Alors le Magic Tool, il y a différentes tables, si vous voulez, qui permet en fait de s'adapter à toutes les longueurs de plumes. Moi je sais par expérience que celle-ci ira très bien pour ces plumes-là. Alors je vais intégrer ça comme ça. Et ensuite, il me suffit de couper les deux extrémités. Et ensuite, de transférer sur cette pince, la première pince. Alors là, je vais me débarrasser bien sûr des rachis. Je coupe au ras des rachis. Et là, on a les fibres courtes qui sont à l'extérieur. Alors, je vais changer de pince. Je vais mettre ça comme ça. Et tout d'un coup, j'ai les grandes pinces qui sont à l'extérieur, les grandes fibres qui sont à l'extérieur. Alors, normalement, on ramassait tout ça à la main, mais j'ai créé ce stacker pour ramasser toutes les fibres. Ce qui fait que maintenant, il me suffit d'attraper ça et de monter l'aile du sedge comme ça. Voilà. Alors, on va faire encore autre chose avec une autre plume. Je prends encore une de ces plumes bistres et on va bien sûr faire la même technique avec le Magic Tool qui consiste à introduire et bénéficier des deux côtés de la plume parce qu'il se referme. Ensuite, on l'attrape sur la pince. Ensuite, on se débarrasse bien sûr du rachis. Et on va se servir de ça pour faire uniquement les pattes. Alors là, il y a un petit excédent que je vais recouper, parce que j'en ai un petit peu de trop. Ah. Et puis j'ai mis au point un autre outil. Vous m'avez vu déjà faire avec une aiguille pour fendre la soie. Mais là, on a fait une espèce de petit splitter qui permet de facilement séparer la soie en deux. Voilà. Alors donc ça va un peu plus vite à séparer. Ensuite on va incorporer la fibre et bien sûr la technique classique c'est de faire tourner le porte-bobine de façon à avoir suffisamment de tours qu'on va amener là-haut. Et je vais me servir de ça pour faire les pattes. Alors je vais simplement d'enrouler comme ça, bien sûr d'envoyer en arrière un petit peu l'excédent, et puis à l'aide du whip finish, je vais faire le nœud devant. Voilà, et c'est fini, pratiquement. Alors on va bien sûr se servir des ciseaux pour faire recouper un petit peu la longueur, mais là, j'ai fait deux whip finish parce que j'ai tendance à tirer toujours un peu plus sur le deuxième plutôt que sur le premier. Là, je coupe à longueur. Là, je retourne. Et bien sûr, j'enlève ce qu'il y a dessous. Parce que les insectes n'ont pas de pattes sous le ventre. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est une mouche qui met moins de 5 minutes à être faite. Et je dis toujours que si une mouche nécessite plus que 5 minutes, c'est pas une bonne mouche. Pourquoi? Parce qu'il y a la première, on la laisse tomber dans les herbes. La deuxième, dans les arbres. Alors il faut que ça aille quand même relativement vite. Puis d'autre part, les poissons voient un effet de contre-jour. Alors c'est pour moi plus important d'avoir la bonne longueur que quoi que ce soit d'autre. Voilà. Moi j'aurais une petite question à vous poser. La série que vous aviez fait au début, la série limitée avec les... Alors dites-moi si je me trompe, hein. Je crois que c'était les morts en Damas. Oui. Je voulais savoir si vous alliez refaire une réédition ou pas. Ce sera probablement une nouvelle édition différente. Ce sera limité. Il y aura probablement 100 ou 200 étaux.
D'accord. Et je suis en train de travailler dessus actuellement. Ce sera une édition qui sera complètement noire. Un petit peu comme les avions furtifs. Ah oui. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Bon, ce sera différent. Donc ce sera une édition limitée aussi. D'accord. Voilà. Alors ce livre est très intéressant. Vous voyez, c'est la deuxième édition, puisqu'on a déjà vendu près de 4000 livres. Et il y a tous mes secrets, si on peut appeler ça comme ça, sur tous mes montages. Et puis il y a aussi les techniques qu'on peut observer, et puis les méthodes pour faire un corps conique, etc. Bon, c'est très intéressant. Et puis il y a bien sûr une partie je dirais de l'historique. Ça, c'est mon grand-père qui m'a mis à la pêche à la bouche. Et lui avait commencé, ou si c'est vous qui avez carrément débuté le canard? Alors c'est moi qui ai débuté. C'est vous, d'accord, c'est pas votre grand-père, d'accord. Mais la pêche à la mouche, c'est mon grand-père. Et les premières fois où on voit des mouches en coupe de canard, ben, ça remonte déjà à longtemps. Oui, c'est près de 100 ans que ce monsieur, Charles Miquel, à Valorbe, a fait les premières mouches en coupe de canard. Est-ce que vous pouvez juste me montrer, puis après je vous laisse à vos occupations? Oui. Montrer comment vous faisiez au départ avec votre plume de canard pour justement travailler, vous n'aviez pas tous ces outils. Originellement, dans mes premiers montages en coupe de canard, on prenait les fibres comme ça. Alors ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça à faire. Voilà. Et puis, alors maintenant qu'on avait tous les crochets, on rassemblait la touffe et pour égaliser, je coupais comme ça. Mais on perdait une certaine quantité, une certaine longueur de la fibre. Alors que maintenant, on utilise ce Magic Tool qui existe dans différentes tailles. Alors, on met les barbes perpendiculaires à la hampe, on fait une plume puis une autre. Donc, et l'avantage de ça, c'est que maintenant, je vais pouvoir tirer le profit de 2 plumes, mais les 4 côtés. Alors ça, j'ai appelé ça Magic Tool, mais heureusement, parce que c'est effectivement magique, parce que cette matière, elle est difficile à appréhender, parce qu'elle n'a pas de poids et pas de volume. On va la reprendre comme ça, et puis là, je vais pouvoir me débarrasser du rachis, ou des rachis, qui sont l'un à côté de l'autre, tout simplement en recoupant là le long. Voilà. Et là, je tire profit du maximum de la longueur des fibres. D'accord. Merci beaucoup.